Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordinatrice de projet à la COPSIDA. On va commencer le webinaire d'aujourd'hui qui est grossesse et VIH avec Dr Isabelle Boucoran que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ça fait parler beaucoup la grossesse, l'allaitement et la transmission ou non du VIH, donc on va avoir la chance d'avoir un tour d'horizon aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, à les écrire dans la boîte de commentaires qui est juste en bas à gauche. Je vais pouvoir interrompre le Dr Boucoran pour lui poser les questions au fur et à mesure. Donc, docteur Isabelle Boucoiran, elle a obtenu son doctorat en médecine en France en 2010, puis après un fellowship en médecine materno-fœtale au CHU Sainte-Justine et un fellowship en maladies infectieuses de la reproduction à l'Université de Colombie-Britannique, elle a intégré le département d'obstétrique gynécologique du CHU Sainte-Justine. Elle est un des médecins de la clinique grossesse avec maladies infectieuses et du centre maternel infantile sur le sida, où une quarantaine de femmes enceintes vivant avec le VIH sont prises en charge annuellement. Dr Boucoiran est chercheuse clinicienne boursière du Fonds de recherche du Québec Santé et elle participe à des projets de recherche en lien avec la santé des femmes vivant avec le VIH, notamment sur l'accouchement prématuré et le devenir postpartum. Merci vraiment beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour le reste de la présentation. Merci beaucoup et bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Comme je disais, pour parler d'un sujet du quotidien pour moi, mais qui effectivement soulève de nombreux enjeux qu'on va essayer de discuter à travers cette heure. Puis ça me ferait plaisir de prendre les questions au fur et à mesure. Donc, les objectifs qu'on a prévus pour la présentation, c'est de discuter des risques de transmission périnataux aux différentes étapes de la grossesse et de l'accouchement et comment les prévenir, les enjeux liés à l'allaitement chez les femmes vivant avec le VIH, les impacts du VIH et des antirétroviraux sur l'enfant, les aspects psychosociaux liés à la grossesse chez les femmes vivant avec le VIH et le processus de prise en charge des femmes vivant avec le VIH au Québec. Donc juste pour un rappel, la transmission du VIH, elle peut intervenir à 3 moments pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse elle-même, le risque est de 5 à 15% et il est surtout concentré sur le 3e trimestre, à l'accouchement et aussi pendant l'allaitement. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est que finalement ces 3 moments ont à peu près des risques équivalents. Au Canada, on a des données assez rassurantes concernant l'efficacité de notre prise en charge pour le risque de transmission, qui sont celles du CPHSP, qui est un programme national dont on fait partie ici au Québec et qui regroupe toutes les données pratiquement des grossesses compliquées de VIH dans notre pays. Et ce qu'on peut voir, c'est que alors qu'on est passé d'un taux de transmission autour de 20% dans les années 90, grâce à la thérapie antirétrovirale, ce taux est passé actuellement à 0,4% lorsque les femmes enceintes reçoivent au moins 4 semaines d'antirétroviraux. Puis il y a d'autres mécanismes de prévention de la transmission, mais vraiment le traitement antirétroviral pendant la grossesse est un des mécanismes les plus importants pour prévenir cette transmission. Donc pendant la grossesse, lorsqu'il y a une transmission, c'est par voie transplacentaire, comme il peut y avoir de la transmission d'autres virus. Puis ça intervient surtout au 3e trimestre parce que physiologiquement, c'est un moment où le placenta est plus perméable, on va dire. Ce risque de transmission est plus important lorsque le CD4 chez la femme enceinte est bas. Et en général, il y a transmission d'un variant majeur unique ou de variants multiples, donc de plusieurs types de virus. Et cette transmission intervient notamment en cas d'infection primaire à VIH pendant la grossesse. Donc comment prévenir? C'est le traitement antirétroviral qui peut prévenir cette transmission et seulement lui. Et le traitement a débuté le plus tôt possible pendant la grossesse. Donc là, ici, on voit un petit peu le risque de transmission en fonction de la charge virale pendant la grossesse. Puisqu'on peut voir, je vais vous montrer avec le pointeur ici, c'est que le risque de transmission in utero, donc pendant la grossesse, il est vraiment lié avec la charge virale maternelle. Et quand la charge virale est indétectable, le risque de transmission in utero, il est pratiquement nul. En tout cas, on ne sait pas quelque chose qu'on se soucie. Le seul
risque, on va dire, c'est s'il y a une primo-infection en grossesse. C'est-à-dire que le temps qu'on initie les traitements antirétroviraux, il peut avoir une charge virale tellement élevée qu'on n'a pas eu le temps de la contrôler assez vite pour éviter la transmission. Donc à l'accouchement, là le mécanisme, c'est pas via le placenta, mais c'est via l'ingestion de sang ou de sécrétion vaginale ou du contact entre le sang du bébé et le sang de la mère, par exemple, s'il y a un traumatisme au moment de l'accouchement, comme par exemple lorsqu'on utilise des forceps ou lorsqu'on met un petit capteur sur la tête du bébé pour capter son rythme cardiaque. Donc ça, c'est des occasions d'échange entre les sécrétions ou le sang de la mère et le sang du bébé. Alors, en général, lorsqu'il y a une transmission à l'accouchement, il y a une haute diversité virale et il y a un variant mineur unique qui est transmis. Donc là, pour prévenir cette transmission, plusieurs choses. Les antirétroviraux, encore une fois, chez la femme, aussi pendant l'accouchement. Les antirétroviraux chez le nouveau-né. Et en fait, le nouveau-né, il a une prophylaxie post-exposition dans ces cas-là. Et la césarienne éventuellement dans certaines circonstances. Et aussi d'essayer de minimiser toute procédure invasive à l'accouchement. Donc, je vous parlais des forceps ou des électrodes sur le scalp du bébé. Juste une question, la prophylaxie post-exposition, c'est le traitement pendant 1 mois ou ça serait plus dans le cas de nouveau-né? Alors, ça dépend. Les nouvelles recommandations sont 1 mois lorsque on considère que le risque de transmission est faible. Donc, lorsque la femme a pris un traitement adéquat avec une charge virale indétectable à l'accouchement. S'il y a le moindre doute de ce que cette prise en charge a été optimale, le traitement peut être prolongé, puis aussi, chez le nouveau-né peut être prolongé, puis aussi inclure plusieurs antirétroviraux, et pas seulement de l'AZT. Ce traitement est vraiment adapté au niveau de risque de transmission. Justement, quand on parlait de la prophylaxie chez le nouveau-né, donc post-exposition, ici on a un tableau. J'aimerais ça juste appuyer pour... Okay. Donc, qui montre, en fait, c'est des contextes de femmes qui n'ont pas reçu de traitement pendant la grossesse et le travail. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que en tout, le risque de transmission lié à l'accouchement était de 3%, puis qu'il était vraiment lié à l'intensité de la prophylaxie qui était donnée au nouveau-né. Donc, dans ces situations à haut risque, plus on rajoute des antirétroviraux au nouveau-né, plus ça diminue le risque. En gros, ça veut dire qu'il faut toujours donner de l'AZT, de l'azithromycine, associé à un autre traitement, puis là, il peut y avoir une controverse sur le traitement. Le traitement va être plus intense. Là, c'était des femmes dont la charge virale était en moyenne de 15 000 copies. Donc, ça ne reflète pas une prise en charge optimale pendant la grossesse. Puis nous, notre travail, c'est d'essayer de diminuer ce risque au moment de l'accouchement et de faire avec les femmes qu'on arrive à optimiser leur prise en charge. Ce qu'on a de la chance dans notre pays, c'est qu'il y a un dépistage systématique du VIH pendant la grossesse. Donc normalement, le diagnostic est fait avant l'accouchement, mais ça arrive encore malheureusement des situations où des femmes se présentent à la salle d'accouchement, puis on n'a pas encore le statut connu. Ce test-là, il fait à combien de semaines? Il est fait à la première visite normalement. Okay. Donc avec tout un ensemble d'autres sérologies qu'on fait de base pour le dépistage. Donc ça, c'est un petit schéma qui reflète l'évolution des pratiques au Canada. Donc avant, ce que vous pouvez voir au début, là, il y a plus d'une dizaine d'années, c'est que finalement la minorité des femmes arrivaient déjà sous antirétroviraux à la conception, alors que dans les années actuelles, finalement, les 2 tiers des femmes sont déjà sous antirétroviraux au moment de la conception. Donc la pratique a vraiment évolué ces dernières années. Puis ça, c'est lié à l'évolution des recommandations chez les adultes vivant avec le VIH et avec le concept de traitement comme prévention. Ça reflète vraiment ça. Donc le dernier mécanisme de transmission, c'est via l'allaitement. Puis comme je vous disais, ça compte quand même pour à peu près 1/3 des transmissions en général. Le virus lui-même est présent dans le lait maternel. Il est présent de manière libre, mais il est aussi présent de manière intégrée à des cellules. Et il y a aussi des cellules réservoirs dans le lait maternel, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas activées et qui ne vont pas sécréter activement le virus, mais qui peuvent s'activer dans le lait. Et puis à ce moment-là, la transmission, elle se fait via la muqueuse intestinale du nouveau-né.
Et ce risque de transmission, il est influencé par le stade de l'infection chez la femme. Évidemment, plus la charge virale dans son sang est élevée, plus c'est élevé aussi dans le lait. Aussi par l'inflammation au niveau du sein, parce que plus il y a d'inflammation, plus il y a de cellules inflammatoires dans le lait, et ces cellules inflammatoires peuvent avoir du virus intégré à l'intérieur d'elles-mêmes. Puis aussi, c'est influencé par l'allaitement mixte. Alors, allaitement mixte, ça veut dire qu'il y a des femmes qui donneraient en partie du lait artificiel et en partie du lait maternel. Puis, ce qu'on pense, c'est que cet allaitement mixte fait une inflammation plus importante au niveau de la muqueuse intestinale des bébés et fait que donc le virus peut plus facilement entrer dans le nouveau-né. Donc c'est pour ça qu'on va favoriser un sevrage abrupt plutôt qu'une période de transition entre les deux types de lait lorsque des femmes vivant avec le VIH vont allaiter. C'est très difficile de trouver des études sur la transmission du VIH via l'allaitement qui reflèteraient des pratiques ici au Canada. Donc ici sont résumées quelques études qui peuvent un peu nous donner un ordinaire du risque de transmission. Mais en vérité, on ne peut pas donner de chiffres pour le risque de transmission ici au Canada. On n'a pas assez de cas. Je pense que le chiffre le plus important à retenir, c'est que ce qu'on considère comme risque, c'est 2,2% à 6 mois si la mère a une charge virale indétectable. Puis ça, c'est une revue systématique qui a été faite assez récemment. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce risque est influencé par le type d'antirétroviraux pris par la femme enceinte. C'est sûrement le cas. Parce qu'il y a des antirétroviraux qui vont très bien passer dans le lait maternel et d'autres non. Et donc, on ne sait pas parce qu'on est à une charge virale indétectable dans le sang qu'on n'a pas de virus intégré dans le lait. Puis il y avait pas l'idée, mais le fait qu'il y a aussi par rapport aux gerçures sur le mamelon, ou est-ce que ça pourrait contribuer au risque d'infection? Ça, c'est sûr que s'il y a une plaie sur le mamelon et que donc l'enfant peut ingérer du sang de la mère, ça peut aussi jouer sur le risque de transmission. Mais finalement, si la charge virale est indétectable dans le sang de la mère, je ne m'inquiéterai pas trop de la plaie sur le mamelon. Mais par contre, comme je disais, ce qu'on ne peut pas contrôler et ce qu'on ne sait pas bien contrôler avec les antiviraux, c'est la charge virale dans le lait et aussi le virus intégré dans des cellules dans le lait. Lui, finalement, si ces cellules sont dormantes, les antiviraux ne vont pas pouvoir le contrôler. C'est vraiment la même notion que le réservoir qu'on a dans les corps des personnes infectées chroniquement, où le virus reste dormant, mais est protégé des antirétroviraux. C'est vraiment la même chose dans le lait. Donc, pour guider notre prise en charge des femmes qui vivent avec le VIH, nous avons de nombreuses recommandations, puis des fois un petit peu trop nombreuses, puis qui évoluent très très rapidement. Donc, c'était juste un petit graphique pour vous faire rigoler. Depuis que j'ai commencé mes études de médecine, en tout cas ma spécialité, là, le nombre de recommandations qui sont sorties, qui ont été mises à jour. Donc, on essaie de rester au plus proche de ces recommandations dans notre prise en charge. Ces prises en charge, elles ont évolué notamment avec le traitement comme prévention, mais aussi avec la disponibilité de nouveaux antirétroviraux. Elles évoluent au fur et à mesure qu'on a des données de sécurité en grossesse. Mais c'est sûr qu'en grossesse, de manière générale, on est plutôt conservateur avec les antirétroviraux. Donc, on va utiliser des antirétroviraux qui sont plus vieux, mais sur lesquels on a plus de données de sécurité que les plus récents, même si les plus récents sont souvent plus faciles à prendre, puisqu'on a des combinaisons avec un comprimé par jour, par exemple, pour lesquels on a moins de données en grossesse. Il y avait une question, continue, pardon, sur, vous avez dit si la mère est indétectable, le risque est à 2,2% à 6 mois. La question, c'est 6 mois, c'est quoi la mesure 6 mois de quoi? 6 mois d'allaitement et 6 mois de vie, en fait. De l'enfant. Ouais, parce que ce qui est recommandé, on va le voir un peu plus tard, c'est en général de cesser l'allaitement à 6 mois. Okay. Donc, la première stratégie de prévention de la transmission, c'est la thérapie antirétrovirale pendant la grossesse. Les recommandations les plus récentes, là, qui datent de l'automne dernier, sont les recommandations américaines. Puis donc, ils recommandent de débuter les antirétroviraux le plus tôt possible en grossesse. Puis, finalement, ça ressemble à des régimes chez n'importe quel adulte vivant avec le VIH. 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse associés à un inhibiteur de protéase, un inhibiteur d'intégrase ou à un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Puis lorsqu'on regarde un peu notre choix
des antirétroviraux. En gras, là, vous avez ceux qui sont recommandés en première ligne ou en première ligne. En italique, ce sont ceux comme l'opinavir qui sont des choix de deuxième ligne. Puis en rouge, c'est ceux qui sont contre-indiqués, soit contre-indiqués parce qu'on sait que le contrôle viral est sous-optimal, soit parce qu'ils ont une toxicité, soit comme l'elvitegravir, parce qu'on sait qu'en grossesse, on va avoir des doses d'antirétroviraux sous-optimales, et donc on est à risque d'avoir un mauvais contrôle viral ou un développement de résistance. Donc, c'est sûr que si on peut, si on débute un traitement antirétroviral, on va décider avec les femmes avec le VIH qui se présentent le meilleur traitement pour elles en fonction de leur résistance, de leur histoire de prise de médicaments ou pas. Mais encore une fois, finalement, les 2/3 des femmes arrivent déjà sous traitement en grossesse, donc on n'a pas forcément toujours cette discussion. Donc, quand on choisit la thérapie antirétrovirale, on parle aux femmes de l'inquiétude par rapport à certains antirétroviraux. Notre inquiétude, souvent, c'est le fait on a très peu de données sur l'exposition in utero avec certains médicaments. Le profil de résistance, la gestationnelle, parce que si les femmes se présentent tard en grossesse, on va favoriser les inhibiteurs de l'intégrase qui diminuent très rapidement la charge virale par rapport aux autres classes. La grossesse est une des rares circonstances où on a vraiment des fois besoin d'agir rapidement sur la charge virale. On a eu des situations, par exemple, avec des femmes qui immigraient tardivement au Québec et donc qui se présentaient pour la première fois à 35-36 semaines de grossesse. Une grossesse normale, c'est 40 semaines, hein, il faut rappeler. Donc à ces moments-là, on est dans l'urgence d'avoir un traitement qui va contrôler leur charge virale et on va débuter des traitements à base d'inhibiteurs d'intégrase. Ce qu'on discute aussi avec les femmes, c'est que pendant la grossesse, avec la prise de poids, mais aussi l'augmentation de leur volume circulant, en gros l'eau dans leur corps, des fois on peut avoir besoin d'augmenter la dose des antirétroviraux par rapport à leur dose de base. On discute aussi des enjeux autour de l'adhérence. Et puis, un des enjeux en grossesse, c'est les nausées, vomissements de la grossesse, c'est ce qu'on appelle hyperémésis, qui sont particulièrement présents au premier trimestre, mais chez certaines femmes, ça persiste toute la grossesse. Puis quand on sait que les femmes, leur principal effet secondaire des antirétroviraux, quand elles les débutent, c'est les nausées, vomissements, si on rajoute par-dessus les nausées, vomissements de la grossesse, on peut se rendre compte à quel point ça peut être un problème et à quel point il faut être agressif pour les aider avec des anti-nauséeux. Donc dans notre choix aussi, on choisit toujours des médicaments avec un bon passage transplacentaire. Bon, c'est un peu contre-intuitif parce que les gens se disent non, on veut minimiser l'exposition du fœtus à un traitement potentiellement toxique. Mais dans le cas du VIH, c'est la PrEP finalement qui a été inventée in utero. C'est-à-dire qu'il faut que le fœtus ait une grosse dose d'antirétroviraux pour le protéger du virus. Ça, c'est une petite étude qu'on avait réalisée avec des données de Colombie-Britannique qui montait le temps que les femmes mettent à devenir indétectables lorsqu'elles débutent les antirétroviraux. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que il y avait 14% des femmes qui n'étaient pas indétectables à l'accouchement. Mais ce qui était intéressant, c'est que les femmes qui initiaient le traitement antirétroviral au premier trimestre mettaient plus de temps à être indétectables que les femmes qui le commençaient plus tard en grossesse, même lorsqu'on contrôlait pour le type d'antirétroviraux. Puis une des hypothèses, c'est le problème des nausées et des vomissements dont je vous parlais. Et donc ça veut dire que oui, les recommandations sont de débuter le traitement antirétroviral le plus tôt possible, mais en pratique clinique, on va temporiser ça, puis lorsqu'il n'y a pas d'urgence pour la santé de la femme, des fois on va attendre d'avoir passé 12-14 semaines et que les nausées et vomissements soient moins importants avant de commencer les antirétroviraux. Alors ça, c'est un petit graphique sur l'utilisation au Canada des antirétroviraux lorsqu'on les catégorise selon les lignes directrices de 2015, c'était les lignes directrices américaines. Puis ce qu'on peut voir en rouge, c'est que oui, en général, on a une diminution de l'utilisation de médicaments qui sont toxiques ou qui offrent un mauvais contrôle viral, mais on a une augmentation de l'utilisation de médicaments pour lesquels on manque de données de sécurité en grossesse, là, qui sont indiqués en jaune. Donc ça, c'est des médicaments qui sont trop récents pour qu'on ait suffisamment de données pour ce qui est du risque fœtal. En plus des antirétroviraux, c'est sûr que les femmes avec le VIH
Moi, je leur dis toujours, mon objectif, c'est qu'elles aient une grossesse normale. Donc, on va leur conseiller en préconception de prendre des vitamines, l'acide folique pour diminuer le risque d'anomalie fétale. On va réviser leur histoire vaccinale parce qu'en préconception, c'est un bon moment pour faire des vaccinations éventuellement. On va leur réviser aussi les antirétroviraux si on les voit avant la conception pour voir si elles prennent un antirétroviral sur lequel on n'a pas du tout de données de sécurité. Des fois, on conseille de changer le traitement. En tout cas, on en discute avec elles. Au premier trimestre, elles vont avoir, comme toutes les femmes, une échographie fétale et on va leur offrir le dépistage de la trisomie 21. On peut dépister le diabète de grossesse aussi des fois précocement parce que certains antirétroviraux vont les mettre plus à risque de diabète. Et pour le plan du VIH, on va faire un bilan par trimestre. Au deuxième trimestre, il y a une échographie fétale. On peut considérer de faire une longueur du col. Ça, c'est le col de l'utérus. Sa longueur permet de prédire le risque d'accouchement prématuré. Donc, ça peut être indiqué aussi. Il y a l'épistage du diabète. Un bilan aussi à ce moment-là concernant le VIH. Puis au troisième trimestre, on fait toujours une écho pour vérifier la croissance du fœtus. On fait un bilan en général au début du troisième trimestre pour le VIH, mais aussi on fait une dernière charge virale vers 36 semaines pour s'assurer que la charge virale est contrôlée au moment de l'accouchement. Un de nos enjeux dans cette prise en charge, c'est qu'il y a toujours un délai entre le moment où on a la charge virale et le moment de l'accouchement. Et la femme doit vraiment être soutenue à ce moment-là pour que dans cette fenêtre, il n'y ait pas une difficulté de prise de traitement qui mettrait alors le fœtus à risque pour la transmission. Donc, le mode d'accouchement, dans les recommandations, ce qu'on peut lire maintenant, c'est que finalement, ce qu'on recommande, c'est l'accouchement vaginal lorsque la charge virale est indétectable. Puis la majorité des femmes avec le VIH ont un accouchement vaginal dans les mêmes proportions que des femmes qui n'ont pas le VIH. Donc, on va dire qu'elles ont des césariennes pour les mêmes raisons que les autres femmes. Dans de rares situations, si les femmes n'ont pas de traitement, s'il y a un problème de compliance ou de tolérance aux médicaments en fin de grossesse, ou si on estime que la charge virale est supérieure à 1000, puis là j'ai mis estimé parce que comme je vous disais, ça prend vraiment du temps pour avoir ces résultats, on va essayer de faire une césarienne élective. Élective, ça veut dire avant le travail et avant que les membranes soient rompues, sinon il n'y a pas de bénéfice à faire cette césarienne. Puis si on arrive à faire une césarienne élective dans cette situation, c'est bien démontré que ça va diminuer le risque de transmission. Mais en pratique, de nos jours, là, ça nous arrive vraiment rarement, là, je dirais peut-être 2 fois par an, de devoir faire une césarienne pour des raisons liées à la transmission du VIH. En plus, pendant le travail, on va recommander à toutes les femmes d'avoir une perfusion de zidovudine, d'AZT pendant le travail. Si jamais elle n'avait pas de traitement pendant la grossesse et qu'elle se présente en travail, on peut rajouter une dose de médirapine aussi pour diminuer le risque de transmission. Ça, c'est des situations vraiment extrêmes, c'est rare qu'on en arrive là. Ces recommandations sont différentes au Canada qu'aux États-Unis. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas donner ce traitement si la charge virale de la femme est connue, indétectable avant l'accouchement. Nous, au Canada, pourquoi on a persisté à prescrire la ZTIV, c'est que, comme je vous disais, il y a cette fenêtre entre le moment où on a la dernière charge virale et l'accouchement, et qu'on sait que malheureusement, il y a certaines femmes qui ont l'expérience de difficultés en toute fin de grossesse. Et on avait vu dans la cohorte de Colombie-Britannique qu'il y avait une partie des femmes qui avaient un rebond de leur charge virale dans le dernier mois avant l'accouchement, et notamment une bonne partie dans les 2 jours avant l'accouchement. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de garder ce traitement pendant le travail. Alors, concernant l'allaitement, c'est sûr que les recommandations vont différer selon les milieux, puis c'est un des enjeux dans les populations dont on s'occupe ici, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont d'origine de pays africains ou des Caraïbes, donc qui ont déjà des fois allaité un premier enfant, parce que dans ces pays-là, vu qu'on n'a pas accès à une eau propre, et il y a un risque d'infection intestinale et de décès de ces infections suffisamment important pour qu'on considère qu'il vaut mieux recommander l'allaitement maternel. C'est un allaitement qui doit être exclusif, puis il va être associé à un traitement chez la femme qui allaite et une prophylaxie chez les nouveau-nés. Dans les pays dits riches, donc comme le Canada ou les États-Unis ou la plupart des pays d'Europe, ce qui est recommandé, c'est l'allaitement artificiel à cause de ce risque persistant de transmission.
Cette décision, elle est basée sur des critères qui ont été proposés par l'OMS, donc qui se basent sur l'accès à l'eau, la sécurité et aussi la sustainabilité, c'est-à-dire le fait d'être capable d'offrir à long terme une ressource. Parce qu'il y a certains pays où il y a eu temporairement accès à du lait artificiel, mais pas dans la durée. Et finalement, 6 mois de lait, ça fait des grandes quantités de lait là, pour un bébé. Et ça a un certain coût. Puis c'est un de nos enjeux ici au Québec. Là, on ne peut pas être très très fiers, mais on est une des rares provinces au Canada qui n'a pas de programme d'accès au lait pour les femmes qui vivent avec le VIH, en tout cas les familles finalement affectées par le VIH. Puis seulement les femmes qui bénéficient de l'aide sociale ont accès à la formule gratuitement. Les autres, et finalement qui sont la majorité, n'ont pas accès à cette formule. Donc nous, localement, on est en train d'essayer de faire un peu des pressions sur le ministère pour les sensibiliser à cette problématique, parce qu'on a eu des situations de femmes, par exemple, qui ont arrêté leur traitement parce que la part qu'elles devaient payer de leur traitement, c'était trop lourd combiné au coût du lait, et donc elles préféraient payer la formule pour leur bébé que payer leurs antirétroviraux. Puis quand on entend ça dans notre pays en 2017, ça fait vraiment peur. Donc j'espère que les choses vont évoluer. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans d'autres provinces, il y a différents mécanismes de programmes de lait qui sont soit gérés par le ministère ou soit par certaines cliniques. Mais en tout cas, la majorité des femmes vivant avec le VIH au Canada ont accès à un programme de lait gratuit. Dans les soins postpartum, parce qu'on va aussi recommander, c'est de continuer le traitement antirétroviral pour la femme. Vu qu'on leur déconseille l'allaitement, on va leur proposer un traitement pour inhiber la lactation, donc pour qu'elles n'aient pas une montée de lait avec des douleurs. C'est une dose, un comprimé, c'est vraiment facile à prendre et c'est très efficace. On va discuter avec elles de contraception, bien sûr, puis on va les retourner vers les soins adultes. Puis ça, c'est un petit peu un enjeu aussi, ce moment-là de transfert des soins obstétricaux aux soins adultes, parce que c'est des moments où il peut y avoir des pertes au suivi ou des difficultés, comme je vous disais, financières qui font que les femmes vont décider de ne plus aller voir leur médecin le temps qu'elles s'occupent de leur nouveau-né, par exemple. Ça ferait combien de temps après l'accouchement que vous allez référer vers les soins adultes? Toutes les femmes enceintes, VIH ou pas VIH, sont revues par leur médecin traitant de grossesse 6 semaines après l'accouchement. Nous, en général, on essaie qu'elles aient un rendez-vous avant ces 6 semaines pour s'assurer qu'il y a un relais qui est fait. C'est ce qu'on va leur recommander. Dans les faits, ce n'est pas toujours faisable, mais c'est ce qu'on va leur recommander. Et nous, à Sainte-Justine, on a de la chance parce qu'on a une organisation qui nous permet d'avoir un suivi vraiment rapproché des femmes qui, en général, elles vont quitter la maternité avec déjà leur rendez-vous avec leur médecin traitant. Alors, au-delà du risque de transmission, ce que je voulais, parce qu'on s'est focalisé sur la transmission et la prise en charge, mais il y a d'autres risques dont il faut parler. Les femmes qui vivent avec le VIH ont 2 fois plus de risques d'accouchement prématuré que les autres femmes. On ne sait pas complètement pourquoi. Il semble avoir un lien avec le virus lui-même, avec certains antirétroviraux. Et aussi avec, on va dire, les conditions socio-économiques de ces femmes qui vivent avec le VIH, qui sont d'emblée une population plus à risque parce qu'elles sont dans des environnements socio-économiques difficiles. Elles peuvent avoir des problèmes de consommation de drogue, par exemple, qui vont augmenter le risque d'accouchement prématuré. Puis ça peut être aussi des femmes qui sont immigrées récentes ou qui sont d'origine autochtone et qui ont accès à moins de ressources ou qui connaissent moins les ressources auxquelles elles ont accès. Mais un rôle quand même des antirétroviraux, et notamment de la classe des inhibiteurs des protéases, est suspecté. Pour l'instant, la recherche suit son cours. Puis il faut se rendre compte qu'avec l'évolution des traitements antirétroviraux, on a toujours un peu de retard entre la recherche et les nouveaux traitements qui arrivent pour savoir si, par exemple, avec l'inhibiteur de l'intégrase, on a ce même risque augmenté. Bon, on ne le sait pas, parce que c'est trop récent comme classe. Là, ce qu'on peut voir, c'est encore des données, surtout le Canada, c'est que dans les années où il y avait des traitements qui étaient comme l'AZT tout seul ou AZT et Nevirapine dans les années 90, le taux d'accouchement de prématuré était de 18%,
Il avait baissé dans le début des années 2000 à 13%, puis re-augmenté suite à l'arrivée des inhibiteurs de protéase comme traitement de première ligne en grossesse. Puis, comme je disais, on n'a pas la suite de l'histoire avec les nouvelles classes ou les nouvelles molécules. L'autre question, c'est l'impact de l'exposition à la thérapie antirétrovirale in utero, donc sur le fœtus. Puis je vous dirai aussi l'impact de l'exposition postnatale, parce qu'ils ont tous un traitement d'au moins un mois. Et on peut se demander aussi le risque lié à l'exposition via l'allaitement si les femmes allaitent, puisqu'il y a quand même un passage dans le lait maternel et que c'est le but. Il y a certains antirétroviraux pour lesquels un risque d'hyperbilirubinémie a été décrit. Bilirubine, c'est l'ictère, là, c'est les enfants qui sont tout jeunes et qui doivent être dans une espèce de couveuse bleue, là. Donc ça, c'est un risque qui est transitoire, puis il est même discuté. On s'attendrait qu'avec certains médicaments, il soit plus important. Le risque le plus inquiétant, c'est la toxicité mitochondriale. La mitochondrie sont des petits organes qui sont à l'intérieur des cellules, puis qui servent au métabolisme énergétique des cellules. Et puis, à long terme, cette toxicité, elle pourrait avoir des impacts neurologiques, cardiaques, immunologiques et même hématologiques. Mais comme les antirétroviraux chez la femme ont évolué très rapidement, on n'a pas constaté ces effets à long terme de manière systématique. Il y a certaines cohortes qui l'ont rapporté. Par exemple, en France, il y a une grosse cohorte qui existe qui a rapporté des effets secondaires cardiaques avec l'AZT, mais ça n'a pas forcément été retrouvé dans des cohortes américaines. Donc ça veut dire que s'il y a des effets, ils restent quand même discrets. Puis quand on parle par exemple de l'effet neurologique ou neurodéveloppemental, il faut se rendre compte que sur ces issues à long terme, finalement le plus important, et on le voit avec d'autres médicaments, exposition à d'autres médicaments en grossesse, c'est le contexte socio-culturel. On le voit aussi par exemple chez les bébés qui sont nés prématurés, c'est le contexte socio-culturel qui va le mieux prédire leur développement. Mais il y a sans doute quand même un effet des antirétroviraux sur ces issues à long terme. Puis une dernière question, c'est l'impact du tenofovir sur l'os. On sait que ce médicament a agi sur le métabolisme osseux, aussi chez l'adulte qui va le prendre, parce qu'on peut constater une certaine déminéralisation. Puis ça a été constaté aussi chez des enfants qui ont été exposés in utero dans la première année de vie, et ensuite ils semblent rattraper et avoir la même minéralisation que les autres enfants. Ça ne semble pas avoir d'effet à long terme, mais ça n'a pas été encore bien étudié non plus. Donc finalement, beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Mais ce qu'on sait et ce qu'on est sûr, c'est que ça prévient de manière efficace le risque de transmission. Alors les enjeux psychosociaux liés à la grossesse. Donc, un des premiers enjeux dans notre région, là au Québec, c'est l'immigration et la répartition en régions. Avant, la plupart des femmes qui venaient d'immigrer restaient dans la région des grandes villes, on va dire, comme Montréal, Québec et Sherbrooke. Et ce qu'on voit arriver maintenant, c'est qu'il y a des femmes qui viennent d'immigrer qui se retrouvent dans des régions beaucoup plus éloignées. Donc, il y a moins de ressources médicales et aussi où les professionnels de santé vont être moins à l'aise pour prendre en charge la question du VIH. Donc, on a des situations où on a des appels téléphoniques avec des équipes, aussi bien du côté obstétrical que pédiatrique, sont moins à l'aise. Et donc, il faut penser à d'autres façons de donner des ressources pour ces femmes et pour ces familles. Donc, par exemple, nous, on est en train d'essayer de développer un réseau avec peut-être des informations disponibles en ligne pour les soignants, pour que même s'ils voient juste un cas par an, ben, ils aient des ressources disponibles. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Un autre enjeu chez les femmes qui vivent avec le VIH, c'est la planification des grossesses. Vu le peu de données qu'on a pour certains antirétroviraux, on est toujours mieux de planifier les grossesses puis qu'elles soient sous un traitement optimal, on va dire, au niveau de la sécurité en grossesse, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Puis le dernier problème lié à la grossesse, lié avec le VIH en général, on connaît les enjeux de stigmatisation et quand les femmes avec le VIH choisissent d'avoir une grossesse, elles sont des fois encore plus stigmatisées. Il y a encore des gens qui considèrent que d'être une femme avec le VIH et de choisir d'avoir un enfant, c'est faire prendre un risque à un enfant. Et donc, ça peut être très stigmatisant. Dans les faits, moi, mon avis, c'est que les femmes avec le VIH peuvent avoir des enfants comme n'importe quelle autre femme maintenant. Le risque de transmission est tellement faible avec tout ce qu'on a qu'elles ne devraient pas s'en inquiéter et être stigmatisées. Un autre enjeu, c'est le dévoilement. Pendant la grossesse, il n'y a pas de difficulté liée au dévoilement plus que d'habitude. Mais par contre,
lorsque le couple a un enfant, l'enfant va avoir des traitements pendant 1 mois au moins. Puis si le conjoint n'est pas informé que la femme a eu le VIH, là, ça devient vraiment compliqué de gérer la prise de médicaments sans le dévoiler au conjoint. Donc nous, en général, on va vraiment encourager le dévoilement pendant la grossesse pour prévoir toute cette difficulté. Mais ça arrive encore des situations où des conjoints apprennent le diagnostic de leur femme juste à l'accouchement, parce qu'elles n'ont pas été capables de le dévoiler avant. Donc on essaie vraiment de les accompagner dans cet enjeu-là. Mais c'est vraiment un enjeu parce qu'on ne peut pas donner un traitement à un enfant sans que le père sache de quoi il s'agit. Et enfin, il y a aussi beaucoup de culpabilité pendant la grossesse parce que les femmes s'inquiètent beaucoup de ce risque de transmission. Il y a par exemple, j'ai eu un cas d'une femme qui avait choisi de prendre 2 fois ses traitements pendant la grossesse, tellement elle était inquiète de transmission. Du coup, qu'il y avait une petite toxicité au niveau hépatique liée à sa prise de médicaments que je ne comprenais pas initialement. Mais juste pour vous dire à quel point les femmes se sentent coupables de pouvoir peut-être transmettre une maladie à leur enfant. Alors que finalement, ce sont elles, en prenant leurs médicaments, qui font la majorité de la prévention de la transmission. Alors, les enjeux autour de l'allaitement. Donc, comme je vous disais, dans la perspective de nos recommandations qui vont favoriser un allaitement artificiel, les femmes, elles font face à beaucoup de pression sociale et familiale. Ça, c'est vraiment un premier problème. On va pas revoir partout la promotion de l'allaitement maternel. Et donc, les femmes vont devoir toujours se justifier de ne pas allaiter. Se justifier auprès de leurs proches, mais aussi auprès de quelqu'un dans la rue ou au restaurant. Ça arrive dans n'importe quel milieu. Surtout avec des gens qui veulent bien faire et leur donner des conseils en disant: mais tu n'arrives pas à allaiter, je vais t'expliquer comment bien faire. Et donc c'est un moment du coup où il y a un risque de bris de confidentialité, puisque les femmes peuvent se retrouver amenées à devoir se justifier de ne pas allaiter. Donc il y a des études qui ont été faites sur tous ces enjeux en Ontario avec une chercheuse qui a fait passé des questionnaires à des femmes en fin de grossesse et pendant l'année après avoir accouché, qui ont souligné vraiment ces enjeux, puis qui ont dit aussi que c'était une sorte de deuil de ne pas pouvoir allaiter. Parce que l'allaitement, ça fait partie de la construction de l'image de la maternité. Mais il y a d'autres façons que l'allaitement d'établir un lien mère-enfant. Ce qui inquiète les femmes, des fois, c'est ça. C'est est-ce que ce lien va pouvoir s'établir? Là, on peut parler du pot à pot et d'autres techniques pour établir un lien avec le bébé, comme le contact visuel. On va leur dire d'allaiter, de donner le biberon avec le bébé en position d'allaitement contre elle et en le regardant. Puis ça, on sait que c'est d'autres façons d'établir un bon lien avec le bébé, malgré l'absence d'allaitement maternel. La période de postpartum, c'est une période de fragilité pour les femmes. VIH ou pas VIH, c'est un moment où on sait qu'il peut y avoir des dépressions. C'est des moments où les femmes vont être plus susceptibles de recevoir beaucoup de conseils de beaucoup de personnes et donc se sentir assez déstabilisées. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir anticipé avec elles toutes ces questions. Puis un autre enjeu autour de l'allaitement, c'est que dans la promotion de l'allaitement, pourquoi il y a une promotion de l'allaitement? C'est parce qu'il y a des bénéfices pour la santé des bébés et pour la santé des femmes. Pour la santé des bébés, on a peut-être tous entendu parler de diminution de risque d'infection, des bénéfices nutritionnels. Mais pour la santé des femmes aussi, on sait que ça diminue par exemple le risque de cancer du sein d'avoir allaité. Mais pour l'instant, lorsqu'on considère la balance bénéfice-risque, les recommandations sont toujours plus en faveur de l'absence d'allaitement à l'heure de nos connaissances actuelles. Nous, ce qu'on essaie de faire pour entourer les femmes, c'est vraiment de parler de ces enjeux avant l'accouchement. Donc de les anticiper avec elles et d'anticiper aussi les questions qu'elles pourraient avoir de la part de leurs proches pour trouver une réponse qu'elles se sentiraient à l'aise de donner si on leur demande pourquoi elles n'allaitent pas. Donc des réponses, ça peut être parce qu'elles n'ont pas de lait, parce qu'elles prennent des médicaments qui font qu'elles ne peuvent pas allaiter, parce qu'elles ont une intervention chirurgicale sur le sein qui fait qu'elles ne peuvent pas avoir d'allaitement. En tout cas, il y a des mécanismes qu'il faut anticiper. Parce que c'est en anticipant qu'on va éviter des situations de détresse de femmes qui se retrouvent pris sous les feux de la pression familiale. Une autre technique qu'on a utilisée aussi, c'est qu'il y a des femmes qui ont tiré leur lait, le jeté et donné la formule à la place, mais comme ça vis-à-vis de la famille,
elle produisait du lait. Puis ce qu'il faut se rendre compte, c'est que suivant la culture d'origine de la femme, le rôle de l'allaitement peut être très important dans certaines cultures. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'anticiper et de discuter avec elle de comment elle voit l'organisation de cette absence d'allaitement. Une question par rapport, qu'en est-il de l'utilisation du lait maternel pasteurisé pour ces bébés? Pasteuriser, ça voudrait dire qu'il faudrait pasteuriser son propre lait. Ce n'est pas une technique qui est accessible à la maison. D'autres questions qui ont été soulevées, c'est par exemple de laisser le lait au frigo pendant plusieurs heures parce qu'on sait que le virus pourrait se détruire de lui-même. Mais on sait ça pour le virus libre, mais pas pour le virus intégré dans les cellules. Donc pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a montré que si on conservait du lait, par exemple, au frigo pendant 4 heures et qu'on le donnait après, le risque de transmission est nul. Ça n'existe pas, ces études, et on a toujours ce problème de virus intégré. Donc voilà. Après, on pourrait se dire qu'on pourrait faire appel à des banques de lait maternel. Mais dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas assez de donneurs de lait maternel pour suffire déjà à la demande, par exemple, des grands prématurés. Donc là, comme je disais, on parle de 6 mois au moins de lait, ça fait des volumes importants, puis on n'a pas les ressources ici de lait, de donneurs de lait. Donc localement, comment on s'organise donc au centre maternel infantile sur le sida? Notre philosophie, c'est d'avoir des soins vraiment centrés sur la femme et l'enfant. On s'occupe de femmes vivant avec le VIH, de femmes VIH négatives, mais dont le conjoint est infecté. Puis on est une équipe multidisciplinaire, donc il y a aussi des pédiatres qui s'occupent des enfants VIH+, ou des enfants nés de mères VIH+, mais qui sont négatifs. Puis on a une unité de clinique et de recherche, donc on fait différents projets de recherche et on participe à des rapports provinciaux sur le taux de transmission et à l'élaboration de recommandations provinciales et aussi nationales. Puis ce centre, il a été créé dans les années 80 et il a vraiment évolué au fur et à mesure des besoins de la population. C'est une petite photo de toute notre équipe. Puis donc, ce que je peux souligner, c'est mon mentor, Dr Boucher, qui est là et qui m'a généreusement accueilli dans l'équipe il y a maintenant 3 ans. Et on fonctionne vraiment avec des infirmières coordonnatrices, une pour le côté obstétrical, puis l'autre pour le côté pédiatrique, qui sont des infirmières ressources pour les femmes et pour les familles, qui sont tout le temps disponibles et à l'écoute des besoins des familles. Ça, c'est nos chiffres locaux concernant la voie d'accouchement. Donc en rouge, c'est l'accouchement vaginal, puis sur l'échelle, c'est les chiffres absolus, ce n'est pas des pourcentages. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que, comme je vous disais, à peu près les 2 tiers des femmes ont des accouchements vaginaux. Puis celles qui ont des césariennes électives, ce n'est pas des césariennes électives pour le VIH, c'est des césariennes électives pour d'autres raisons obstétricales. Ça, c'est notre taux de transmission local. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est passé de chiffres dans les années 80-90 autour de 30%. Maintenant, lorsqu'il y a un traitement optimal, 0,15%. Donc, moi, je dis aux femmes que c'est zéro. C'est-à-dire que si elles ont reçu au moins 8 semaines de traitement, que le nouveau-né a reçu 4 à 6 semaines de prophylaxie selon son risque, et s'il n'y a pas d'allaitement, on a un risque qui est pratiquement nul au Québec. Quelques ressources en français, parce que je soulignais que je trouve qu'il y a peu de ressources en français pour les femmes vivant avec le VIH. Sur le site Cathy, il y a un petit guide qui est très très bien fait. Il y a aussi l'équipe de Pouvoir Partager qui a mis aussi des ressources pour les familles affectées par le VIH. Puis il y a différents documents en fonction du membre de la famille, ou si c'est des proches. Puis nous, à Sainte-Justine, là, on est en train de développer un site qui s'appelle Complications de grossesse et dans lequel, ultimement, il y aura aussi du contenu pour les femmes vivant avec le VIH et leurs enfants. Donc, j'ai fini ma présentation, puis je vous remercie de votre attention, puis je vais prendre éventuellement des questions. Merci beaucoup, c'était super intéressant.
Il y a des questions qui. Ben oui, je vous invite à poser vos questions dans la barre des commentaires. Ça l'a fait réagir tantôt quand vous avez dit que ça arrive des fois que le père ne sait pas que la femme vit avec le VIH. Est-ce que. Dans les faits, oui, ça arrive. C'est comme je disais, c'est pas des situations qu'on va encourager, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'anticiper des situations et donc de soutenir les femmes dans le dévoilement. Ça arrive que même on fasse venir le couple ensemble pour les rencontrer ensemble et faire le dévoilement avec la femme. En tout cas, c'est des options qu'on leur propose, mais oui, ça arrive encore dans des couples. Il faut se rendre compte que dans certaines communautés, le VIH est tellement stigmatisé qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise de dévoiler leur statut à leur conjoint. Puis est-ce que vous avez des outils pour l'aide au dévoilement ou est-ce que vous prenez en compte le risque de. On sait qu'il y a un risque de violence potentielle lorsqu'il y a dévoilement. Est-ce que c'est une évaluation que vous faites avec la femme? Oui, ben, en fait, on a la chance d'avoir une travailleuse sociale aussi dans notre équipe. Donc, quand on prévoit un dévoilement, on va discuter à l'amont avec la femme de tous ces enjeux-là, notamment de savoir si elle se sent en sécurité chez elle dans un contexte de dévoilement. Puis, au besoin, on peut anticiper, si on imagine qu'il pourrait avoir des problèmes de sécurité, on peut les anticiper. Donc, c'est sûr que notre travailleuse sociale est un membre indispensable de notre équipe, notamment dans ce type de processus. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, je sais que vous avez une diapo cachée qui serait intéressante à pouvoir discuter par rapport justement à la conception du bébé. Mais si entre-temps, vous avez d'autres questions, là, vraiment, je vous invite à les inscrire dans la boîte. Ah oui, j'avais gardé cette dépôt en supplémentaire pour discuter de la prise en charge des couples sérodiscordants. Donc, lorsqu'un membre est infecté par le VIH et l'autre non, un peu quelles sont les options sécuritaires actuellement. C'est sûr que c'est un domaine où les choses ont beaucoup évolué. Puis, il y a des recommandations récentes de la Société d'obstétrique gynéco du Canada qui parlent de la planification de la grossesse chez les femmes vivant avec le VIH et qui parlent notamment de cet enjeu-là. Donc, en gros, maintenant, lorsque les couples sont sérodiscordants, mais que la personne qui est affectée par le VIH est sous traitement antirétroviral optimal, donc avec une charge virale indétectable contrôlée au moins à 2 reprises, et qu'on pense que cette personne n'a pas de difficulté avec sa prise d'antirétroviraux, on va conseiller au couple de concevoir comme n'importe quel couple, parce que le risque de transmission est considéré être extrêmement faible. Les autres façons donc, de diminuer le risque de transmission, en plus du traitement antirétroviral, c'est la PrEP, dont on parle beaucoup, mais qui existe aussi pour les femmes, hein, la PrEP. Et on a certaines patientes qui choisissent d'utiliser la PrEP pour concevoir et qui peuvent même rester sous PrEP pendant la grossesse si elles se considèrent toujours à risque pour le VIH pendant la grossesse. Une autre technique qu'on utilisait, puis que certaines femmes choisissent aussi d'utiliser actuellement, si c'est le conjoint qui est infecté par le VIH, c'est d'avoir des rapports sexuels juste non protégés juste au moment de l'ovulation. Puis on peut les aider à monitorer leur ovulation, à faire des petits tests urinaires d'ovulation, et d'avoir un rapport sans condom juste à ce moment-là et d'utiliser les condoms le reste du temps. Dans les autres stratégies, c'est sûr qu'il faut traiter les autres maladies sexuellement transmissibles parce que en fait, dès qu'il y a une infection, une inflammation au niveau des voies génitales, ça va augmenter le risque d'acquisition du VIH. Donc si c'est une femme qui est à risque du TSS d'une façon ou d'une autre, il faut dépister et traiter les autres infections. Puis, avant, on utilisait aussi des techniques de reproduction assistée pour diminuer le risque de transmission. Avant les dernières recommandations et qui nous disent que ça peut être sécuritaire d'avoir des rapports non protégés si le virus est bien contrôlé. Mais ces techniques de lavage de sperme et d'insémination restent toujours disponibles pour des couples qui auraient des difficultés de concevoir en plus de leur statut VIH. Ça arrive encore régulièrement qu'il y ait des couples affectés par le VIH qui aient en plus un problème de fertilité. Très intéressant, merci. Il y avait une question, je crois, par rapport aux femmes justement qui doivent dévoiler un statut. Est-ce que si vous faites de l'accompagnement avec la travailleuse sociale, est-ce qu'il y a des ressources sociales externes vers lesquelles les mères peuvent être référées? En fait, oui,
Il y en a, mais il y a des associations, des fois, qui peuvent aider. Puis je pense que les personnes au bout de la ligne sont sûrement mieux placées que moi pour les connaître. On va souvent aussi leur suggérer de trouver un proche ressource qui peut être une cousine, une amie, quelqu'un de leur famille, mais en tout cas d'avoir une personne qu'elles peuvent contacter pour les soutenir dans cette démarche. Et puis on a notre travailleuse sociale aussi là, mais c'est sûr que c'était toujours des situations difficiles à prendre en charge au cas par cas. Mais je pense que le rôle des associations et des pairs, c'est-à-dire d'autres femmes qui auraient vécu le même genre d'enjeu, c'est vraiment important dans ces situations. Est-ce que ça peut vous arriver de mettre en contact deux femmes, disons, que je ne sais pas si ça se fait, là, que vous vous suivez pour créer cet échange-là entre pairs? On ne l'a pas fait, on va dire, officiellement, mais il y a des rencontres dans la salle d'attente qui, je sais, ont donné lieu à ce type de soutien. J'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir offrir aux femmes, mais on a toujours pris aussi avec le problème de confidentialité. Donc, pour l'instant, finalement, ça s'est plus passé via des associations ou via des proches que de notre fait. Comme je disais, la salle d'attente reste un moment où les femmes peuvent discuter, puis il y en a qui peuvent se sentir à l'aise de discuter à un point de dévoiler leur statut. Et dans la salle d'attente de notre clinique avec maladie infectieuse, il n'y a pas que des femmes qui vivent avec le VIH, là, il y a d'autres infections et il y a beaucoup de femmes qui se sentaient vraiment pas à l'aise de parler de ça dans la salle d'attente, clairement. On se fait demander en quoi consiste le lavage de sperme. C'est une bonne question. En fait, les spermatozoïdes sont dans du liquide séminal. Donc, le lavage de sperme, c'est isoler les spermatozoïdes et enlever le liquide séminal. Et la majeure partie du virus est dans le liquide séminal et il n'est pas intégré dans les spermatozoïdes. Donc, le fait de faire le lavage, ça enlève la partie infectante, on va dire, du sperme. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on a de l'assistance ici dans la page? Je ne sais pas si vous avez des questions. Répétez la question pour être sûr que tout le monde ait compris. C'est dans le cas, pour des raisons culturelles, une femme voudrait vraiment allaiter. Comment vous gérez la situation? Donc là, il y a vraiment plusieurs enjeux. Le premier enjeu, on va dire, c'est le risque de transmission. Donc là, pour minimiser ce risque, on va voir avec elle pour favoriser sa prise d'antirétroviraux à elle. Puis comme je disais, on veut la conscientiser sur le fait que la période postpartum, c'est un moment à risque pour la prise de traitement parce qu'il y a beaucoup de dépression, de difficulté de s'occuper de soi alors qu'on s'occupe d'un nouveau-né. Donc on va essayer de l'assister dans cette prise de médicaments. Les pédiatres infectiologues vont aussi souvent recommander que l'enfant ait un traitement prophylactique de son côté. Donc ça, c'est pour minimiser le risque de transmission. Et on va aussi lui recommander d'avoir un allaitement exclusif si c'était vraiment la décision finale. L'autre enjeu, c'est vraiment finalement un enjeu plutôt légal, parce qu'il y a eu des questionnements autour de la responsabilité des parents via s'il y avait une transmission du VIH. Donc, dans les recommandations, il y a eu des recommandations conjointes du groupe canadien de recherche sur le VIH en périnatalité et de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada, qui étaient contre la légalisation de la transmission dans ce contexte, si on peut s'assurer que la femme a mis en place tous les mécanismes pour minimiser cette transmission, notamment la prise de traitement. Donc, mais si une femme choisissait d'allaiter alors qu'elle ne peut pas garantir qu'elle maximise le risque de transmission, qu'elle minimise le risque de transmission pour son bébé, il y a un aspect légal, puis un risque aussi de placement de l'enfant. Puis on a dernièrement eu des situations où un enfant a dû être placé dans un contexte d'une femme qui n'avait pas minimisé le risque de transmission aussi bien pendant la grossesse qu'après pendant l'allaitement. Donc tout ça pour dire que c'est des situations très complexes, c'est des cas très particuliers, mais c'est arrivé dans le Canada. En Ontario, ils ont eu aussi quelques femmes qui ont décidé d'allaiter, mais il faut se rendre compte de cet enjeu légal là, parce que c'est quand même pas anodin de finalement se retrouver avec un enfant qui est retiré et avoir une poursuite judiciaire derrière.
La question est, à ce moment-là, c'est le médecin qui décide si la prise de risque est diminuée au maximum. Dans les problèmes, les aspects sociaux comme ça ou judiciaires, les médecins peuvent donner des avis ou on peut écrire des lettres pour justifier d'une chose ou d'une autre, et on n'est jamais décideur. C'est clair que non. Puis pour avoir travaillé souvent avec des services sociaux dans des situations d'enfants placés pour d'autres raisons, c'est sûr que plus on anticipe les situations et plus ces services sociaux sont impliqués pendant la grossesse, plus c'est facile après d'entourer les familles. Donc c'est sûr que souvent les couples ont peur quand on veut avoir une travail social dans un dossier, et des fois même investir les services sociaux du Québec, mais il faut se rendre compte que c'est en anticipant les situations qu'on est dans une organisation la plus sécuritaire possible et la plus tranquille possible, plutôt que des situations d'urgence avec des enfants retirés. On dirait que ça fait bizarre de terminer sur cette note-là. C'est quand même vraiment des situations rarissimes pour l'instant. Ouais. La plupart des femmes choisissent de ne pas allaiter une fois qu'on leur a donné toutes les informations. Puis à la fin, elles voient qu'elles ont un enfant en santé. Et on est beaucoup d'adultes autour de la table. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas été allaités et qui ne sont pas si mal que ça. Donc moi, souvent, je leur dis ça aux femmes et à la fin, elles le voient bien là, quand elles ont un enfant d'1 an qui va bien, qui n'a pas de VIH. Elles sont finalement heureuses de ce qu'elles ont vécu. Puis elles arrivent à transcender toutes les difficultés qu'elles ont vécues pendant la grossesse et la période de postpartum immédiate de ne pas avoir allaité. Parce que malgré tous les enjeux de stigmatisation, de transmission, de choix, de dévoilement, je présume globalement, ça se passe bien pour la plupart des femmes avec le VIH qui veulent avoir un enfant? Pour la plupart, ça se passe bien. Puis je pense qu'au fur et à mesure de leur grossesse et de la prise en charge dans la clinique, elles se rendent compte que finalement, c'est ça, elles ont une grossesse comme les autres femmes et qu'elles ont des échographies et qu'elles vont avoir un beau bébé à la fin. Merci beaucoup, Dr. Boiscoran, pour cette présentation. C'est super intéressant. Merci à vous d'avoir été là. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent plus tard, un peu, n'hésitez pas à m'écrire, puis je vais essayer de trouver la réponse. Merci beaucoup à Michel, aussi un technique. Puis, c'est sûr, je vous envoie une petite évaluation par la suite. C'est toujours intéressant si vous pouvez la remplir. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup encore. Ça fait vraiment plaisir. Bonne journée. Au revoir.